Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Dans cette 5e saison, Cartel Nord détaille et décortique le rôle du politique face à la montée en puissance du narcotrafic. Engagé dans la lutte contre l'héroïne dans les années 80 et 90, le politique minimise alors l'émergence d'un autre trafic implanté dans les quartiers, celui du cannabis et de la cocaïne. Mais face à la multiplication des réseaux et des règlements de compte dans les années 2000 et 2010, le politique réagit et multiplie les actions répressives. Des actions sans succès, l'argent du trafic continue de couler à flot et son emprise sur le territoire ne cesse de s'étendre jusqu'à menacer l'état de droit. Mais alors, que faire ? Est-ce que la réponse doit être uniquement politique et policière ? Et surtout, comment agir sur la demande et la prise en charge des consommateurs ? Magistrats, chercheurs, addictologues, policiers, la Provence a réuni ces 4 acteurs pour en débattre et répondre à cette question: comment sortir du piège du narcotrafic ? Un débat présenté par Olivier Biscaye, directeur de la rédaction de La Provence. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode bonus. Comment sortir du piège du narcotrafic ? Narcotrafic. Il y a encore 5 ans, le terme n'existait pas en France, ou du moins nous ne l'appelions pas comme cela. Il est pourtant aujourd'hui partout. Fait la une des médias à cause de son implantation dans la société et surtout en raison de la menace qu'il faisait peser sur elle. Mort de l'étudiante marseillaise Sokaina, tir sur les prisons, menaces sur les personnels pénitentiaires, risque de corruption, point de deal encore très implanté dans les cités, livraison de drogue en Uber Sheet, guetteurs et tueurs recrutés sur les réseaux sociaux, consommation de cocaïne en hausse, déferlante de drogue dans les ports français ou encore mort du frère du militant politique Amin Kessassi, le narcotrafic défraie quotidiennement la chronique et donne l'impression que nous avons à nouveau franchi un point de bascule. Alors que faire ? Quels constats pouvons-nous dresser ? Et surtout, quelles solutions peut-on trouver face au piège du narcotrafic ? Ce sont quelques-unes des questions de ce débat organisé par la Provence pour tenter de donner des clés de compréhension et envisager des réponses adaptées. Pour en parler, nous accueillons 4 invités au parcours différents mais qui, chacun dans leur fonction, sont en prise face à l'emprise du narcotrafic. J'accueille Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, Michael Bazin, directeur de l'unité addictologie à l'hôpital d'Allo, Edicide, porte-parole du syndicat de police Unité Marseille, et Anne Kletzlen, chercheuse en sociologie spécialisée dans la délinquance et la criminalité organisée au laboratoire Mésopolis. On va ouvrir ce débat autour de 2 grands thèmes. Comprendre d'abord le piège du narcotrafic et établir dans un premier temps des constats simples avec vous, monsieur le procureur Nicolas Besson. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 5 mars 2024, devant la commission d'enquête sénatoriale, vous avez évoqué le risque que Marseille soit devenue une narcoville. Aujourd'hui, est-ce que vous faites toujours le même constat ? Le phénomène du narcotrafic sur Marseille est un phénomène massif. Un chiffre, le quart de l'activité du tribunal de Marseille en matière pénale est consacré au narcotrafic dans ses dimensions de vente de tous les jours et jusqu'au règlement de compte qui sont la manifestation la plus violente du phénomène. Donc effectivement, Marseille est très fortement impacté, mais nous n'avons ni le président ni moi-même parlé de narcoville. C'est un sénateur qui a posé cette question. Mais effectivement, le phénomène est très lourd sur la ville. Un phénomène très lourd comparé à d'autres grandes villes, plus importants encore ? Oui, puisque ce sont les chiffres tirés du ministère de la Justice, ce qu'on appelle les juridictions du groupe 1, c'est-à-dire les juridictions des grandes villes. Le trafic de drogue représente entre 12 et 13%, donc on est à plus du double. Qu'est-ce qui différencie ou qu'est-ce qui distingue le narcotrafic ici à Marseille ? Bien sûr, il y a le trafic, bien sûr, il y a le marché qui s'est développé, mais est-ce que la violence, la brutalité, on a évoqué il y a quelques instants
des assassinats importants et un système qui s'est installé sur cette ville-là. Est-ce que c'est ça qui la distingue, Marseille ? Marseille, nous sommes malheureusement les précurseurs d'un phénomène qui est en train de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, avec effectivement une vraie emprise sur la société. Nous qualifions désormais, on a en face de nous une véritable contre-société, sauf que, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a été pris en compte au plus haut niveau politique, une diffusion sur l'ensemble du territoire national. D'abord par des équipes marseillaises, pour des raisons historiques, on en a parlé, vous l'avez abondamment traité, de ce qui a pu se passer à Marseille en 2023, mais un phénomène qui existe et qui se diffuse même dans des villes moyennes du nord de la France, type Dijon ou Orléans. Vous l'avez dit, une prise de conscience politique transversale. C'est aussi probablement ce qui distingue cette situation, c'est que l'ensemble des acteurs publics français du territoire ont bien conscience que parce qu'il se passe quelque chose à Marseille ici, il est important que tout le monde soit mobilisé sur le sujet, l'ensemble des acteurs publics et des forces politiques sur le sujet. On voit bien que tout le monde est au chevet de Marseille sur ce sujet. Oui. Alors la loi narcotrafic dont on parlera dans la suite de l'émission a été adoptée quasiment à l'unanimité des deux chambres, donc ce qui démontre le consensus politique pour lutter contre le phénomène, et c'est quelque chose qui nous, professionnels, techniciens, magistrats, nous conforte dans notre action. Edicide, vous êtes le porte-parole du syndicat de police Unité Marseille. Vous venez d'entendre Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, qui touchait du doigt la réalité, le constat du narcotrafic à Marseille. De votre point de vue, vous partagez ce premier constat et vous dites aussi que la situation est d'ampleur ici à Marseille. La situation à Marseille est comme nulle part ailleurs en France. Factuellement parlant, aujourd'hui on a des narcotrafiquants marseillais, des méthodes des narcotrafiquants marseillais qui se sont disséminées au début effectivement sur l'ensemble du département, puis sur l'ensemble de la région, et aujourd'hui on a des narcotrafiquants marseillais qui sont installés sur l'ensemble du territoire national. Je pense à la ville de Clermont-Ferrand, on a effectivement des narcotrafiquants marseillais qui essaient de s'installer. Je pense à une ville comme Alès où on a des narcotrafiquants marseillais qui essayent d'extorquer effectivement les commerçants. Donc on a aujourd'hui effectivement des narcotrafiquants marseillais qui sont aujourd'hui plus puissants que jamais, et malheureusement, factuellement parlant, sont internationalisés. Je m'explique, on a des narcotrafiquants marseillais qui aujourd'hui essaient de s'installer dans la banlieue d'Anderlecht en Belgique. On est face à ce qu'on n'a jamais connu aujourd'hui. Ils n'ont jamais été aussi puissants, il va falloir qu'on ait des véritables moyens, et la réponse passe par Marseille avant tout, parce que c'est ici qu'est né le phénomène, et c'est d'ici qu'il se dissémine sur l'ensemble du territoire national. Vous parlez des particularités marseillaises, on évoquait tout à l'heure des faits graves qui se sont produits ces derniers mois. C'est aussi un constat que vous faites, plus grave ici qu'ailleurs? Oui, plus grave ici qu'ailleurs, parce qu'on a une emprise sur le territoire qui est comme rarement connue. Effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis en l'occurrence. On n'avait pas un tel maillage territorial, on n'avait pas une telle empreinte. On a des narcotrafiquants qui sont en voie de cartélisation, qui veulent effectivement, qui prennent l'exemple sur ce qui existe de l'autre côté des Alpes, en l'occurrence en Italie, avec la 'Ndrangheta. On est face à des narcotrafiquants qui s'estiment aujourd'hui en capacité de supporter financièrement effectivement les familles des personnes en prison qui ont travaillé pour elles. Bon, on est face à un système tentaculaire, véritable système mafieux. Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, vous entendez niveau de cartélisation, vous confirmez ça, en effet, ce niveau tentaculaire sur Marseille? Oui, le terme de cartel est un terme adapté, puisque quand on parle du terme mafia, un peu de manière sociologique, on a toujours l'image de Cosa Nostra sicilienne avec une organisation pyramidale. Là, on est plus dans le cartel, d'une alliance d'intérêts, d'une organisation par sorte de département. Vous allez avoir le département feu, les tireurs, ceux qui se chargent de l'importation, ceux qui vont se charger de la corruption ou du blanchiment, et avec des alliances qui sont parfois mouvantes. Donc, je partage ce qu'indique Monsieur Cid. On a un phénomène de cartélisation. Anne Kletzlen, vous êtes chercheuse en sociologie, spécialisée dans la délinquance et la criminalité organisée au laboratoire, mais aux polices. Vous entendez à la fois Edicide et Nicolas Besson sur cette cartélisation, sur ce mouvement d'ampleur qui a pris Marseille. Comment vous l'analysez-vous? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain, ou chercheuse en sociologie ici à Marseille? Le problème, c'est d'objectiver donc des données. On a toujours un temps de retard entre la
situation et l'analyse, il y a toujours un décalage. Donc les données sont toujours plus anciennes que ce qu'on peut dire. Oui, on parle de cartélisation, il n'y a pas de mafia, ça c'est certain. On peut pas parler de mafia, de cartélisation. Pourquoi pas, bien qu'on sache pas trop. On n'a pas trop les contours qui sont très bien définis de la manière d'agir des organisations criminelles, etc. Mais effectivement, on peut parler de cartélisation. Sinon, pour la situation actuelle, en termes de règlement de compte, il y a quand même moins de règlements de compte aujourd'hui que il y a quelques années, notamment en 2023 où il y a eu un pic de 49. Ceci dit, dans les années 1980, il y a eu des pics aussi à plus de 45 règlements de compte en 86 et 87. Donc les règlements de compte, en fait, c'est des pics en fonction de l'état des marchés, en fonction de l'offre, de la demande, des alliances entre équipes, etc. Donc au point de vue règlement de compte, nous, en ce moment, on est dans un creux. Et qu'est-ce que vous remarquez qui fait la particularité de Marseille, vous qui observez des phénomènes sur l'ensemble des territoires? Qu'est-ce qui en fait cette particularité marseillaise? Mais Marseille a toujours malheureusement souffert d'une réputation sulfureuse qui a été construite dans les années 1920-1930 et qui se poursuit. Marseille est quand même une ville portuaire, donc qui dit port dit marchandises, qui dit marchandises dit trafic forcément. Tout ceci explique que les trafics de drogue ont été développés à Marseille vu la configuration du pays. Marseille a quand même été un grand port avec autant de colonies, etc. Donc tout ceci a effectivement favorisé la mise en place de trafic. Aujourd'hui, avec l'ouverture des frontières, la libéralisation du commerce, etc. Forcément, Marseille est en pointe. Voilà ce qu'on peut dire. Michael Bazin, vous êtes addictologue, chef du service addictologie de l'hôpital d'Allo. Pour qu'il y ait des trafics, il faut qu'on soit deux. En réalité, il y a ceux qui font les trafics, il y a ceux qui organisent le cartel et il y a ceux qui consomment forcément. Et donc ce marché-là va se développer et on le voit bien à Marseille. Ce marché s'est beaucoup développé. Vous, quand vous faites le constat de la situation, de la consommation, de l'addictologie, de ce qui est en train de se passer à Marseille là aussi, qu'est-ce que vous en dites de la réalité ? Être addictologue, c'est capter une partie des consommateurs. C'est pas tous les consommateurs, parce que venir dans un service de soins, c'est demander des soins, et donc c'est malheureusement qu'une partie des consommateurs. Parce que parmi les consommateurs, tous ne sont pas addicts, même si ça va très vite venir. Et puis ceux qui le sont ne demandent pas forcément des soins. Mon point de vue d'addictologue, moi, on parle de Marseille, j'exerce à Marseille ou tout près, on a une émission depuis Marseille, donc il y a l'histoire de Marseille, effectivement, mais je veux aussi confirmer avec ce que les patients me décrivent et m'apprennent que les zones urbaines comme non urbaines sont totalement envahies aujourd'hui par le trafic de drogue. Et s'il y a moins de règlements de compte probablement actuellement, c'est probablement parce qu'il y a de la place pour tout le monde, pour les trafiquants, et parce qu'il y a des consommateurs et dont le nombre est absolument explosif, et ça traverse l'intégralité de la société, quel que soit le profil social. Et c'est probablement une des raisons qui fait que il n'y a pas besoin de se battre, ou moins besoin de se battre qu'à certaines époques. Et donc ce niveau de consommateur, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce profil-là à Marseille? Est-ce qu'il y a une particularité de consommateur de drogue ici à Marseille? Si on parle d'un stupéfiant en particulier, il faut mettre en avant la cocaïne. La cocaïne, dans le service addicto, on s'en est rendu compte. Il y a toujours le décalage que vous décriviez tout à l'heure. Un décalage entre ce qui se passe sur le terrain et ce qu'on sait. Bon, mais les services addicto, ça fait partie des alertes là qui peuvent s'allumer. Ça fait 15 ans qu'on a constaté un tsunami de la cocaïne, et donc il y a une demande qui est exprimée par l'intégralité de la population, quelle que soit sa classe sociale, sa classe d'âge. Elle est traversée par cette pieuvre du stupéfiant. Ce que je veux mettre aussi en avant au début de notre débat, et ça s'est vu comme la drogue. C'est-à-dire, quelle est la valeur de la drogue? Il y en a deux principales. Il y en a une qui est supérieure à l'autre. La première, c'est la valeur psychoactive. C'est que c'est capable, ces produits-là, d'exercer une modification de nos systèmes mentaux, de notre système psychique. Et ça, c'est la première valeur qui va entraîner la seconde, c'est que ça vaut de l'argent, tout ça. Et ça vaut de l'argent dans le monde entier. Nicolas Besson, sur ce point, on parle de cette drogue de la cocaïne, je vous voyais acquiescer. En effet, il y a une réalité, c'est cette drogue-là qui fait le plus de mal ici, à Marseille, et qui fait l'objet d'un trafic aussi tentaculaire.
Alors d'abord, j'ai trouvé très intéressant ce qu'indiquait Monsieur Bazin sur c'était pas un élément d'analyse, je vais l'intégrer, qui est très intéressant, c'est de dire que il y a aussi peut-être un peu moins de règlement de compte parce que le marché est tellement immense qu'il laisse de la place à tout le monde. Nous avions fait ce constat du marché immense, puisque comment vous pouvez justifier qu'une ville d'1 million d'habitants ait 80 points de deal qui tournent bien et qui font plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour, parfois quand ils sont bien situés. Donc ça, c'est un phénomène intéressant. Après, sur la baisse des règlements de compte, il y a également d'autres facteurs. On peut envisager que quand vous avez des guerres entre clans et qu'un clan est hégémonique, il a peut-être moins besoin d'éliminer la concurrence qui a un peu disparu. Mais il y a également une action proactive des services enquêteurs et de la justice en ayant un peu interpellé des commandos tueurs. Il faut quand même avoir le temps de les reconstituer. Et puis également un certain empêchement en pénitentiaire. Sur la cocaïne, c'est c'est un point d'attention très important. On a une production totalement débridée en Amérique latine qui se déverse et donc il faut, au-delà de la répression, des enquêtes diligentées par les services de police, traiter cette problématique parce qu'en plus l'addictologue Monsieur Bazin pourra mieux le dire que moi, c'est une drogue que vous pouvez consommer en très grande quantité au départ dans un cadre festif, et le marché semble particulièrement illimité et avec des dégâts sur la santé publique qui sont naturellement plus importants que d'autres types de drogues. Donc à la fois sur la lutte contre l'offre, la cocaïne est notre sujet très essentiel, mais également il faudra, si on veut porter des coups durables au narcotrafic, se poser la problématique du traitement de la demande et du traitement des toxicomanes. On va y revenir dans quelques instants. Anne Kletzen, je vous voyais réagir, peut-être un petit mot sur ce que disait Michael Bazin, addictologue. Sur les règlements de compte, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Oui, l'offre est supérieure à la demande, donc c'est sûr que oui. La demande est supérieure à l'offre, donc il n'y a pas besoin de tuer. Ce qu'on peut dire pour le problème des règlements de compte, c'est peut-être le rajeunissement quand même de l'âge des tueurs. Ça, c'est un gros problème social, hein, c'est un problème sociétal. Les tueurs sont quand même maintenant des mineurs, ce qu'on ne voyait pas il y a une dizaine d'années. Et d'ici, vous voulez réagir, porte-parole du syndicat de police Unité Marseille. Sur plusieurs points. Le premier, effectivement, sur la cocaïne, pour agrémenter les propos de Monsieur Besson. On a vu le prix de la cocaïne divisé par 2 en 10 ans. C'est-à-dire qu'on a connu l'époque où c'était 80 ou 100 euros le gramme. Aujourd'hui, on a de la cocaïne à 40 euros le gramme. Donc, c'est une façon aussi de populariser, effectivement, une drogue. Alors, c'est un autre système, effectivement, de consommation. On est face à ce qu'on appelle du Uber Sheet, en l'occurrence de la Uber Coke. On a beaucoup plus de livraisons, effectivement, et c'est un autre public que le public qu'on avait traditionnellement parlant. C'est souvent des cadres, effectivement, des personnes qui ont des responsabilités pour essayer de tenir la pression, de tenir, effectivement, les exigences professionnelles qu'on leur a administrées. Donc, c'est quand même très particulier. On a des narcotrafiquants qui se réinventent en permanence sur ce sujet-là. Donc, on est face à des personnes, effectivement, qui n'hésitent pas à développer cela. On a vu la tentative d'installation de certains laboratoires en Espagne et en partie en France. On l'a vu dans le Var il y a quelques temps. Donc, on est face à des narcotrafiquants qui se réinventent en permanence. On est face à des personnes qui font du business, de l'ultra-violence. Il ne faut pas oublier qu'on a une drogue aussi qui va pas tarder à arriver. On espère le plus tard possible. C'est le fentanyl. On en parlera. C'est un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne parce que c'est quelque chose, effectivement, qui ravage les États-Unis aujourd'hui, qui peut ravager, effectivement, malheureusement, l'Europe. Michael Bazin, un petit mot peut-être sur ce qui vient d'être dit sur ces consommateurs-là et puis cette addiction en effet à la cocaïne notamment. Dans les faits, voilà, un service comme le mien, c'est une vingtaine de patients par semaine qui sont reçus sur les différentes unités pour cette problématique, alors qu'il est souvent le tableau aujourd'hui du consommateur, c'est souvent un polyconsommateur. Donc les monoconsommations que cocaïne par exemple, c'est de plus en plus rare. Donc il y a le duo alcool-cocaïne. Donc là, on a un stupéfiant avec un non stupéfiant. D'ailleurs, ça sera peut-être un sujet dans l'émission aussi, du point de vue d'un addictologue, quel levier c'est ou ce n'est pas que de donner un statut légal ou illégal aux différentes substances.
Et puis Eddy disait que oui, c'était la baisse du prix. Effectivement, c'est un des moteurs importants pour l'accessibilité avec la catalyse des réseaux sociaux. Et il faut aussi savoir que la réalité des services de soins, quand tout à l'heure on parlait de la pieuvre, de l'infiltration de la société dans son ensemble, ça va jusque dans les services de soins, puisque au quotidien, les patients et donc les soignants indirectement se retrouvent confrontés à l'interaction avec le trafiquant, parce que dans le service de soins, ça commande, ça livre. Et donc ça donne une dimension, une nouvelle complexité à l'exercice de la dictologie. Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, on l'a peu évoqué, mais la question des réseaux sociaux a quand même tout changé, non ? Donc, quand on fait ce constat-là, d'amplification quand même du phénomène. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. C'est un phénomène majeur. Il faut qu'avec la police, on arrive à infiltrer les réseaux sociaux, puisque tout se fait par les réseaux sociaux. De plus en plus, effectivement, il reste des points de deal physiques, mais les livraisons se font par le biais des réseaux sociaux. Le recrutement des équipes, voire des tueurs, le sont par les réseaux sociaux. Si on parle dans le numérique au sens large, le blanchiment avec la crypto-monnaie se fait par le biais d'instruments numériques. Donc, nous sommes dans une ubérisation, nous sommes dans une mondialisation, et il faut que nous soyons beaucoup plus efficaces sur ce sujet-là. En effet, Jean-Guillaume Bayard, je voudrais qu'on puisse poursuivre ce débat-là. On a fait le tour du constat, en tout cas en grande partie. On peut se poser quelques questions. D'où vient ce phénomène finalement et comment est-il né ? Allez-y. Exactement, c'est la question qu'on se pose, nous, dans cette nouvelle saison de notre podcast Cartel Nord, c'est de comprendre comment en est-on arrivé là. Souvent, le constat, quand on demande aux gens, il est un peu simple. On nous dit c'est la faute de l'État nous a abandonnés. Or, on voit que c'est un paradoxe, parce qu'on voit que l'État, il est très présent dans ces territoires. Donc, quand je dis les territoires, c'est les territoires les plus touchés par le narcotrafic, donc les plus défavorisés. Il est très présent sur le volet social et sur le volet policier. Monsieur Cid, je vous regarde. Or, les habitants se disent très abandonnés. Monsieur Cid, je vous pose la question. Comment on peut expliquer ce paradoxe où on dit à qui la faute ? Est-ce vraiment la faute de l'État qui est à la fois très présent et critiqué pour avoir abandonné ces territoires ? Et décide. L'État, effectivement, fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je rappellerai que le ministère de l'Intérieur n'a de limite que les moyens qu'on lui donne. Ça, c'est important de le rappeler, que tout se passe à Matignon et à l'Élysée. Ça, c'est aussi très factuel. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas plus chronophage, que ce soit pour les services de police, les services de justice, que la lutte contre le narcotrafic. C'est quelque chose qui demande un quadrillage territorial quasi permanent. On le voit quand on fait ces 5 points de stup. Tout de suite, les équipes restent sur place. Pourquoi ? Pour garder le point de stup, pour qu'une autre équipe ne s'installe pas. Ça fait tellement vivre un pan entier de ces quartiers-là qu'on est face à des gens, qu'on ait une imprégnation au sein de la population qui est conséquente. Maintenant, cette population-là, de ces quartiers populaires, elle est victime. Effectivement, nous, on a une mission de service public. On se doit effectivement d'apporter une réponse. Il est indéniable que Marseille, comme nulle part ailleurs, pour des faits historiques très simples, depuis Carbone et Spirito, en passant par la French Connection, en passant par l'assassinat du juge Michel, on a une historique de cela plus qu'ailleurs. Donc, factuellement parlant, il faut des moyens plus conséquents ici qu'ailleurs. On a une rupture d'égalité, pour en parler effectivement succinctement, je pense à la capitale de Île-de-France, où on a, sur certains arrondissements, 500 fonctionnaires de police nationale. Pour avoir ce chiffre ici à Marseille, il faut compter au minimum 6 arrondissements. Donc, il y a une rupture d'égalité dans la mission de service public. Ça, c'est factuel, c'est pas politique que de faire ce constat, malheureusement. Et il y a quelque chose d'autre qui est pointé du doigt souvent pour expliquer pourquoi aussi le trafic a explosé, c'est la fin de la police de proximité. Certains chercheurs appellent ça la bifurcation. Donc ça se passe au courant des années 2000, où avant on avait une police qui était présente quotidiennement dans les quartiers. Puis sous la présidence de Monsieur Sarkozy, on a mis fin à cette police de proximité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui demandent de la remettre. Est-ce que cette bifurcation d'une présence policière par coup de boutoir aujourd'hui versus une présence policière quasi quotidienne hier, ça change quelque chose et ça peut expliquer que les points de deal ont fleuri un peu dans beaucoup d'endroits. Vous savez, il y a autant d'idées, de concepts de police de proximité que d'habitants à Marseille. Chacun a sa vision de la police de proximité, dans sa façon de faire. Aujourd'hui, une brigade spécialisée de terrain, une BST, c'est une police de proximité.
Oui, elle fait du répressif, mais elle est là. On a des brigades spécialisées de terrain qui sont sectorisées sur les arrondissements. Le 3e, le 14-15. C'est des gens qui connaissent la délinquance, qui connaissent la population. Après, oui, il y a d'autres personnes, effectivement, qui sont cette police de proximité. Je pense aux chefs d'arrondissement, qui travaillent avec les comités d'intérêt de quartier, qui travaillent avec les élus politiques sur place. Donc, il y a tout un continuum de sécurité à mettre en place. On peut pas faire du réchauffé avec le narcotrafic. Pourquoi? Parce qu'il y a entre 20 ans et aujourd'hui, on a aujourd'hui des narcotrafiquants qui se sont professionnalisés, qui sont internationalisés, qui ont des ramifications pas qu'historiquement en Afrique du Nord, en Amérique du Sud. Il y a 50 ans, on a interpellé un lieutenant d'un réseau des quartiers nord type moyen, si je puis dire, qui était caché au large du Nil de la Colombie. C'est ça aujourd'hui le narcotrafic marseillais. Donc c'est compliqué de vouloir faire du réchauffé avec des nouveaux interlocuteurs. Et ma collègue parlait tout à l'heure du rajeunissement des protagonistes. On a une ultra-violence. On a chez les protagonistes, effectivement, que ce soit les auteurs et les victimes. Ils sont souvent mineurs. C'est souvent des personnes qui ont un CV, mais à 25 ans, vous imaginez même pas. Lors des écoutes, qui ressort, c'est qu'ils ont déjà fait leur testament à leur famille. On est face à des jusqu'au-boutistes. On est loin du trafic à papa, c'est trafic local. Non, c'est plus ça. Anne Flexlen, chercheuse en sociologie, je le rappelais, spécialisée dans la délinquance et la criminalité organisée au laboratoire Mésopolis. Vous entendez ça, en effet, sur cette ultra-jeunesse jusqu'au-boutiste. C'est ça aussi que vous notez dans vos études, vos rapports Oui, une jeunesse, qui sait que la durée de vie sera courte et qui veut vivre, qui est aveuglée par une certaine réussite, qui résulte des réseaux sociaux, du fait d'exister, c'est un sentiment d'existence pour combler le vide des failles narcissiques, comme diraient les psychologues, des failles, des dysfonctionnements familiaux, etc. Ce sont des jeunes qui sont en rupture de scolarité, ce sont des jeunes qui vivent dans des conditions très 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 précaires et qui rentrent dans les trafics parce qu'ils croient qu'ils ont trouvé l'Eldorado, qu'ils ont trouvé la sécurité au sein d'une famille, etc. C'est les dysfonctionnements qui font que tous les projets dans des trafics et de plus en plus jeunes. On entend aussi de la part des disciples le défaut d'autorité, c'est ce que j'entends chez beaucoup de ces jeunes-là, l'absence aussi de cadre, on parle de police de proximité en tout cas, d'adultes qui seraient là pour les réorienter sur le bon chemin. Là aussi, c'est ce que vous notez, vous, dans vos études. Oui, il y a des études qui ont montré que les jeunes, du moins suivis par la PJJ des Bouches-du-Rhône, étaient issus de milieux très modestes, où souvent le père soit était absent, soit jouait pas son rôle. Les mamans étaient souvent dépassées par les événements, surtout qu'elles élevaient seules une fratrie plus ou moins nombreuse. Oui, des ruptures de scolarité précoces, de grosses difficultés sociales, oui. De toute façon, c'est une production sociale. Tout ça, on est tous responsables, quelque part, une responsabilité collective dans la production de ce phénomène. Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, responsabilité collective, vous entendez ça? 2 points sur ce qui a été dit par les 2 précédents intervenants. D'abord, sur le nihilisme d'une jeunesse un petit peu déstructurée, je rejoins tout ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, pour les interroger régulièrement dans le cadre des enquêtes, à 25 ans, ils s'estiment comme être des vieillards, leur projection. Et pour la désilience relativement à la délinquance, les ressorts habituels qui font que le jeune délinquant qui volait des voitures dans les années 80, après il rencontre une petite copine, il va avoir un petit job, et il va rentrer dans une logique d'insertion, ne l'a plus. Ce qui explique aussi l'ultra-violence et l'utilisation de ces jeunes qui sont prêts à tout sans avoir conscience réellement de l'extrême gravité des faits qu'ils commettent. Ils commencent à pleurer, à se rendre compte quand ils sont interpellés par la brigade criminelle et en garde à vue quand on leur dit l'énormité des faits qu'ils ont pu commettre. Et d'un point de vue plus global et plus sociétal, sur ces quartiers déshérités qui vivent, et dont vous dites plus on met de moyens, plus les gens sont mécontents et ils estiment que l'État les abandonne. En fait, il y a une vraie ambivalence dans ces quartiers. La première chose, les gens sont sous un concept de domination et de peur. Et très profondément, ils aspirent à vivre librement. Qui peut se satisfaire d'avoir un point de deal au pied de chez lui? Qui peut se satisfaire quand il reçoit des amis le samedi soir de devoir
aller sur le checkpoint pour expliquer que les gens viennent dîner chez eux. C'est ça la réalité dans nos quartiers. Et d'un autre côté, les narcotrafiquants à la fois dominent, font peur et font ruisseler quelques subsides à cette population. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on emporte la société avec nous. Le rôle de la police et de la justice, parce qu'on réglera pas à nous deux l'ensemble de la problématique de la société, c'est d'avoir une action efficace pour redonner confiance aux gens et qu'ils se tournent vers nous pour nous parler et pour solliciter notre aide. Et puis la deuxième chose, mais là c'est quelque chose de sociétal, c'est d'arriver, à mon sens, à déconstruire l'imaginaire qui existe. Qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes de cité aujourd'hui dans l'imaginaire? C'est quoi? C'est être footballeur professionnel, rappeur ou narcotrafiquant. Il faut là également, mais là, alors là, ça dépasse très largement l'action de la police et de la justice. C'est une prise en compte de la société dans sa globalité. Anne Pletzen, je voudrais vous faire réagir. Oui, tout à fait. Nicolas Besson, s'il vous plaît. Oui, j'adhère tout à fait à vos propos. C'est une question sociale. Qu'est-ce qu'on veut offrir à ces jeunes, en fait, hein, et on est tous concernés. Quelle société on veut construire? Emporter la société, c'est ce que vous dites, hein, Nicolas Besson, procureur de la République. Marseille, vous adhérez à cette idée-là, à ce concept-là, emporter la société, c'est ce que vous disiez, responsabilité collective? Oui, bien sûr, oui, responsabilité collective à tous les niveaux, hein, oui. Et d'ici, vous partagez ça? Oui, il est indéniable que ce que nous on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire le fait que tout le monde doit être partie prenante dans cette réponse contre le narcotrafic. Elle intègre effectivement la parentalité, les parents en l'occurrence qui ont des responsabilités. Elle intègre aussi le corps d'éducation nationale. Effectivement, c'est souvent des gamins qui sont déscolarisés beaucoup trop tôt. Elle intègre aussi ce qu'on appelle les éducateurs en l'occurrence, parce qu'il est anormal qu'on ait des éducateurs qui finissent à 18h et on a très peu d'éducateurs de nuit qui permettent effectivement d'éviter de tomber dans le narcotrafic. On a ce qu'on appelle le concept des grands frères qui a disparu. Donc ces gens effectivement de ces quartiers populaires qui avaient un œil bienveillant et qui est relativement paternaliste sur effectivement tout ça. Il faut effectivement qu'on propose une autre société, mais factuellement parlant, il y a des très belles réussites dans ces quartiers populaires, il faut qu'elles soient valorisées en fait. Il n'y a pas plus intégrant que la fonction publique nationale. On a des gens issus des quartiers populaires qui sont dans la police, dans la justice, donc je pense que c'est des choses qu'on doit pouvoir valoriser. C'est des métiers effectivement qui doivent leur être accessibles, et aujourd'hui on est aussi dans une société ultra consommatrice, où on a effectivement, où consommer c'est être, c'est ça la réalité. Et on est face à des jeunes qui n'ont que ça effectivement comme intérêt. C'est pas des gens, vous savez, quand on les interpelle, c'est pas des gens qui ont des milliers d'euros sur un compte. C'est des gens qui sont les 3 enfants Thaïlande dans l'année, qui ont claqué leur oseille par monts et par veaux, et qui reviennent pour se refaire une santé. Donc on est face à des ultra consommateurs qui sont totalement désinhibés, qui n'ont pas de base sociétale. Jean-Guillaume Bayard, une question à Michael Bazin, chef du service addictologie de l'hôpital d'Allo. Oui, et je voulais rebondir sur ce que dit Monsieur Cid, où il dit on est dans une société hyper consommatrice, et du coup on consomme de la drogue comme on consomme. Est-ce que ça veut dire qu'on est un peu tous malades? Est-ce que vous, quand vos patients, vous les voyez, est-ce qu'ils vous parlent de leur point de bascule? Quand je parle de point de bascule du patient, c'est le moment où il est tombé dedans en fait. Est-ce qu'il y a un changement là-dessus dans le temps? Parce que ça fait 20 ans, je rappelle, que vous travaillez sur cette question à l'hôpital d'Allo. Bref, la réponse c'est pas simple, hein. C'est-à-dire que nos sociétés évoluent vers l'immédiateté. Ça c'est sûr, l'immédiateté de la consommation, l'immédiateté de l'information, l'immédiateté de son état psychique. Alors ça c'est une question centrale. Par contre, c'est-à-dire la question de la fameuse santé mentale. Alors dans l'histoire c'est pas tout neuf quand même, hein, parce que ce qu'on discute là depuis un moment, si on prend le prisme de l'histoire, bon, dans l'histoire moderne à partir on va dire du 19e siècle, les phénomènes de mondialisation. Les points communs dans la forme, ça a un peu changé, mais pas dans le fond finalement. Les consommateurs, ils se sont toujours légitimés par une réponse à leur santé mentale, quelle que soit la raison, qui était dégradée par des conditions sociales, par exemple, mauvaises. Mais attention, parmi les consommateurs, il n'y a pas que des gens dont la précarité sociale est le moteur principal, puisque il y a aussi toute la partie de la société qui n'est pas du tout dans la précarité sociale et qui a rejoint le cortège des consommateurs de nos jours. Et c'est devenu une proportion importante. Elle l'était beaucoup moins il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, on le constate dans les services addictos, hein, c'est assez intéressant, il faut venir pour le voir. Vous allez voir un échantillon de la société. Dans les 25 lits de mon service d'hospitalisation complète, il y aura du bas du niveau socioculturel jusqu'à l'autre côté. Et puis ça va constituer comme ça un service. Ils vont se retrouver sur un point
la fameuse psychoactivité, le bénéfice de la substance que ça leur a apporté sur tel ou tel point de difficulté psychique. Voilà, quelle que soit sa nature. Il y en a des centaines de raisons d'être pas bien psychologiquement. Pour rebondir aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure par certains, c'est la question de l'organisation des réseaux, là aussi avec l'éclairage de l'histoire. Ce qui les caractérise, c'est quand même leur agilité. Face à tout ce qu'on peut leur opposer, la capacité de réorganisation, et les 150 dernières années le prouvent dans différents pays, le nôtre et tant d'autres, ils se réorganisent. Peut-être que les moments les plus durs pour les réseaux, ça a été les moments de guerre mondiale, mais c'est à peu près tout, et encore. Dernier commentaire sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est la question là c'est plus du côté des trafiquants. Pour certains d'entre eux, il faut pas oublier que c'est aussi une identité. C'est-à-dire que sortir du réseau, c'est pas qu'une affaire morale, puisque quand on est chargé d'une identité, quand on disait tout à l'heure comment on se représente à 20 ans, 25 ans dans son espérance de vie, dans aussi ce qu'on apporte dans son clan, parce que l'histoire le dit ça aussi dans des tas de moments, c'est-à-dire que pour la personne, c'est porter un code comportemental, un certain rôle précis dans la société, par exemple dans son quartier ou dans son environnement, et ça vient à la question de quel service, ça on l'a revu ces temps-ci, quels services aussi sont rendus par les trafiquants dans des lieux qui s'estiment servis par ces trafiquants, et mieux que par l'État. Et c'est pas nouveau dans l'histoire. Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille, sur l'évolution des profils, ce qu'évoquait Mickaël Bazin à l'instant dans son service d'addictologie, voilà, le spectre un peu large de ces consommateurs-là a changé, vous le constatez ? Je vous le confirme. Il y a une dizaine d'années, j'ai échangé avec des collègues italiens dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, et mon collègue me disait, mais en Italie, à part les magistrats et les policiers, tout le monde consomme de la cocaïne. Il me livrait un certain nombre de professions, dans la vôtre, Monsieur Biscay. Journaliste, oui, d'ailleurs, oui, d'accord, très bien. Écoutez, pas pour moi, mais enfin bon, pourquoi pas. Et puis je disais, je suis quand même étonné parce que j'avais également la même vision que M. Bazin. Il y avait une quinzaine d'années, c'était quand même plutôt les classes populaires qui partaient. On se rappelle les années 80, l'héroïne sur Marseille. Quelques bourgeois sont décédés, et là effectivement il y a une diffusion complète. Donc ce qui donne que le marché est assez illimité, qui donne aux narcotrafiquants une assise financière qui leur donne un pouvoir considérable contre lequel nous devons lutter. Et d'ici d'un dernier mot avant qu'on ouvre un autre chapitre de ce débat, allez-y. On a effectivement un changement de population, que ce soit des deux côtés du prisme. Le premier du côté des narcotrafiquants. On a un rajeunissement des protagonistes, que ce soit les auteurs ou les victimes, qui sont souvent des mineurs, qui sont d'ailleurs, les auteurs sont des fois des victimes, et les victimes sont des fois des auteurs. Il n'y a rien de figé. Ça, c'est la première chose. Et on a effectivement aujourd'hui radicalement un changement, effectivement, de ce qu'on appelle les consommateurs. Nous, on les interpelle au quotidien. On a effectivement des personnes, des CSP+. On a aujourd'hui, effectivement, des personnes ayant une véritable assise financière, qui sont dans le récréatif, qui tombent dans l'addictologie, effectivement, à un moment donné. Donc, on est face à la consommation de drogue s'est disséminée sur l'ensemble de la société française, sur l'ensemble du territoire national. C'est pour ça que c'est un problème aussi difficile à résoudre. Et viendra ou pas la question de la légalisation. Personnellement, nous sommes contre. Oui, mais effectivement, c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée. Anne Kleslen, vous pouvez réagir peut-être. Maintenant, les trafics se féminisent. Avant, c'était un milieu qui était principalement, exclusivement masculin. Maintenant, il commence à y avoir des femmes qui, là comme ailleurs, accèdent petit à petit aux responsabilités. Et c'est ce que vous constatez à Marseille, par exemple ? Oui. Oui, ça a été constaté dans Marseille, oui. Mm-hmm. Oui, et c'est bien, il est bien précisé que les femmes donc qui accèdent à des responsabilités au sein des trafics sont obligées quand même d'adopter des postures assez masculines pour être reconnues par leur père. On a essayé de comprendre le piège dans lequel finalement notre pays se trouve, celui du narcotrafic et du marché de la drogue, en constatant évidemment et en établissant quelques éléments sur ces causes profondes dont vous avez tous parlé autour de cette table. Je voudrais avec vous, Éric Miguet, qu'on puisse ouvrir un autre chapitre. Comment on fait pour sortir du piège en réalité du narcotrafic dans notre pays? Et je vais vous laisser poser la première question. Allez-y. Comment sortir du piège? Et surtout, cette question, on peut, pour prolonger le débat, justement, la diffusion et peut-être le risque de banalisation. Parce qu'on le disait, la drogue, la consommation se diffuse dans toutes les couches de la société. On voit aussi qu'elle est popularisée. Ce trafic est popularisé aussi, des fois, dans le milieu du rap, dans la manière dont la société le conçoit. Alors, c'est un peu paradoxal parce que on s'émeut
lorsqu'il y a la mort d'une étudiante en tant que victime collatérale de la situation, mais à côté de ça, on promeut aussi. Je vais vous interroger, peut-être à tour de rôle, sur cette question du risque de banalisation dans la société du trafic, Monsieur Besson. Il faut déconstruire cela. Nous avons travaillé avec la protection judiciaire et de la jeunesse pour la diffusion de clips. Je reviens sur l'immédiateté qui a été, si vous faites des longs discours, qui sont adaptés à un public jeune pour montrer finalement ce qu'entraînaient les ravages du narcotrafic en utilisant les mêmes codes que ceux utilisés par la jeunesse, donc des clips très percutants qui font quelques secondes. Oui, c'est un élément essentiel pour éviter de banaliser, voire de glorifier, hein, puisque vous savez les films de voyous, de narcotrafiquants, c'est ambivalent parce qu'on voit une extrême violence, mais quelquefois le héros apparaît presque comme un homme sympathique et qui a un rôle positif. Donc il y a tout ça à changer effectivement. Et ouais, nous là, on essaie d'y travailler, notamment dans la diffusion de clips sur les consommateurs, de petits films éducatifs. Alors c'est pas avec ça qu'on réglera l'entièreté des problèmes, mais on doit démontrer les ravages. Et nous, ce qu'on essaye de dire, et ça a été dit par les ministres de la Justice successifs, c'est un peu fort comme terme, mais de rappeler à notre petit bourgeois du 8e arrondissement de Marseille que, je crois que c'est un ancien ministre de la Justice qui a dit ça, que le joint qui fume tranquillement chez lui le samedi soir a le goût du sang. Eddie Sid. Oui, et je pense que la sensibilisation au-delà des adolescents ou des préadolescents, elle doit être faite près aussi des parents. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, les parents, souvent, n'ont peu ou pas connaissance de la consommation de leur enfant, sont peu pas au fait, effectivement, des signes avant-coureurs, n'ont pas forcément la main. Et une fois que les parents se réveillent, on les voit, nous, au commissariat, venir et pleurer toutes les larmes qu'ils peuvent en expliquant que c'est déjà allé beaucoup trop loin pour eux et qu'ils sont dépassés. Il va falloir qu'on éduque aussi les parents à reconnaître les signes, effectivement, d'une dépendance quelle qu'elle soit, à se rendre compte, effectivement, des larcins que peuvent commettre leur enfant, enfin, qui s'investissent beaucoup plus dans la parentalité parce que, aujourd'hui, effectivement, on a certaines traditions, effectivement, qui font que les parents pensent que c'est, vous savez, comme dit ce proverbe africain, c'est tout le village qui éduque un enfant. Là, c'est pas le cas. Là, ici, en France et dans nos sociétés occidentales, c'est les parents qui sont au centre de l'éducation, et il va falloir qu'on donne les moyens aux parents, effectivement, de pouvoir voir ces signes avant-coureurs et donner des moyens de nous signaler cela. On a des fois, effectivement, des parents qui viennent et nous disent, mon fils est dans le narcotrafic, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est vrai qu'on a du mal avec le peu de moyens que nous avons aujourd'hui, étant déjà flux tendu, à trouver des réponses factuelles, quasi instantanées. Sur la question de la banalisation, le procureur Nicolas Besson évoquait le joint du samedi soir, via un propos tenu par un ancien ministre de la Justice. C'est quand même une réalité. On a banalisé cela et on a considéré qu'il y avait les bons et les mauvais trafics et les bons consommateurs, les mauvais consommateurs, non? Longtemps, ça a été ça, quand même. Tout à fait. Quand on parle de drogue douce et de drogue dure, déjà, effectivement, il y a une banalisation. Parce que la dépense, elle existe. On a aujourd'hui, effectivement, des gens qui se font livrer pour se dédouaner de tout. Vous savez, Uber Sheet, moi, j'ai pas dans les cités, j'ai pas m'en mouiller, non. Je fais un petit, sur certaines boucles de réseaux sociaux cryptées, et puis tout de suite, on est livré. Et aussi, cette facilité et on parlait de féminisation, dans le narcotrafic. Nous, on a interpellé des jeunes adolescents, des jeunes adultes, bien sous tout rapport, petites blondes qui passaient très bien en Fiat 500 et qui livraient des stupéfiants, qui étaient dans l'Ubershit. Donc, on a aussi des narcotrafiquants qui se réinventent et qui n'hésitent pas aujourd'hui, effectivement, à trouver d'autres moyens pour éviter de se faire interpeller. Michael Bazin, chef du service addictologie de l'hôpital d'Allo, sur cette question de la banalisation, c'est quand même au cœur de notre société et puis du débat quand même. Ah oui, complètement. C'est un des moteurs du problème dont on parle aujourd'hui. Et là encore, c'est pas tout neuf. Je vous renvoie à ce qu'écrivait en réaction à la loi de 1916 sur la régulation des stupéfiants Antonin Artaud. Donc, lisez la lettre qu'il avait écrite aux législateurs et dans laquelle il distinguait déjà deux sortes de consommateurs, des consommateurs malades et des consommateurs voluptueux. Donc là aussi, dans les représentations qui sont très résistantes, 100 ans plus tard, il y a un travail à faire. Donc c'est à 100 ans déjà, plus de 100 ans cette lettre, et je vous invite à la lire, elle est géniale. Ça résume la situation que l'on connaît encore aujourd'hui. Ça a un peu bougé dans la forme, mais vraiment pas dans le fond. Quant à la question que vous posiez tout à l'heure là sur la banalisation aussi. Oui, la banalisation, puis comment sortir du piège. Moi, parce que c'est ce qu'on fait depuis une bonne heure là. Premier niveau de réponse, c'est verbaliser, c'est en parler.
Alors on parlait, les médias le font très bien depuis des années, maintenant le font mieux, quoi, en tout cas, parce que c'est un niveau de verbalisation qui est d'exposition, quoi, dans les médias. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut organiser dans la société pour la verbalisation? On en parlera peut-être mieux après, mais c'est les différentes portes qui peuvent s'ouvrir vers le soin, pour en parler avec moins de stigmatisation. On en parlera, et comment faire la charnière entre le répressif qui a toujours été nécessaire dans une société, il a son rôle, le répressif, et puis l'accès aux soins. C'est un peu ce qui a introduit la loi de 70, d'ailleurs. Anne Kesslen, vous voulez réagir cette fois? Je réagis justement sur la loi de 1970. En fait, c'est une loi qui a été adoptée à la demande de Nixon, qui en avait assez des overdoses qu'il y avait sur le territoire américain, qui a sommé le gouvernement français de faire quelque chose en la matière. D'où la loi. Mais la loi, elle visait en fait le consommateur issu du milieu populaire. C'est toujours la même chose, dirons-nous. On cible toujours des personnes du milieu populaire, trois quarts du temps, par exemple, les vagabondages. Nicolas Besson, c'est vrai que Michael Bazin a raison. Il y a la nécessité de dire aujourd'hui, et je crois que plus que jamais, ces 5-10 dernières années, peut-être un peu plus, mais en tout cas récemment là, d'abord, les pouvoirs publics ont pris le sujet très fortement. On parle des médias, évidemment, la Provence au travers des articles qu'on peut écrire, et aussi de ce débat qu'on fait, et de Cartel Nord, mais de manière globale, tout le monde s'est mobilisé pour préciser qu'il y avait un problème et qu'il fallait le régler. C'est un changement pour vous qui avez aussi, je dirais, cet historique dans ce qui a pu se faire du côté de l'intérieur, de la justice. C'est nouveau. Deux choses. Consensus général pour lutter contre l'offre et pour mettre hors d'état de nuire les narcotrafiquants. Je serais plus nuancé sur comment traiter l'addiction, puisque c'est la demande. Vous l'avez dit, il y a un acheteur, il y a un vendeur, et l'acheteur. Alors, je connaissais pas la lettre d'Antonin Artaud, mais c'est remarquable. Nous maintenant, on n'appelle plus le consommateur voluptueux, il s'appelle le consommateur récréatif. Mais les choses on peut changer depuis. Et donc, il reste encore des clivages et il n'y a pas un consensus total, notamment la loi de 70. Vous avez entendu la sociologue à mes côtés qui a l'air un peu dubitative sur l'efficacité de cette loi. La répression, d'un côté. Est-ce que la culpabilisation du toxicomane lourd va permettre de le soigner? J'en suis pas certain. Est-ce que l'injonction thérapeutique peut être efficace? En tout état de cause, oui, pourquoi pas, mais nécessairement rentrer dans une démarche de soins et l'usager de drogue addict doit prioritairement être soigné et éventuellement être réprimé. Mais c'est dans cet ordre-là que je vois les choses et à partir de là, verbalisation, conduite sur une démarche de soins, on sort de tout clivage idéologique, c'est l'intérêt de la société dans sa globalité que sanitairement elle aille mieux et que pour notre phénomène, on réduise la taille du marché pour réduire les capacités de nuisance des narcotrafiquants, quelle que soit son opinion sur la question, soyons efficaces, réduisons le nombre de toxicomanes et nous réduirons là aussi une partie du problème. On va parler dans quelques instants des solutions, évidemment, ça sera la dernière partie de notre débat, mais Éric Miguet, je voudrais qu'on se projette un peu, on évoque là, on est au cœur de notre sujet, notre débat, une question précise peut-être si on se projette à Marseille. Justement, monsieur le procureur, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, parce que vous dites qu'il y a des outils, on va en parler aussi dans un instant sur les outils qui sont mis en place pour essayer de justement lutter contre cette question du narcotrafic, mais justement, si rien ne change, quels sont les risques à venir pour la société ? Les risques, nous les connaissons. Dans l'année 2023 à Marseille, ça a été très compliqué. Ça envahissait tout. Donc, on a un risque. Il y a un risque corruptif des institutions. On a un risque d'infiltration dans le politique, ce qui n'est pas le cas. Moi, je dis les choses que quand elles sont documentées par des enquêtes judiciaires. C'est le moins qu'on peut attendre d'un procureur de la République. Je n'ai pas aujourd'hui d'enquête qui mêlerait. Mais c'est le stade d'après, comme on l'a vu dans les pays qui bascule, comme l'a dit notre sociologue, on n'est pas encore dans une mafia, mais si nous ne réagissons pas, donc c'est ce risque-là de comme société de personnes qui vont se retrouver en frontal face à l'État. On l'a déjà constaté au printemps dernier
quand les narcotrafiquants ont cru devoir attaquer les établissements pénitentiaires finalement pour éviter l'ouverture des quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc voilà, ça c'est le risque, il est évident. Il est pris en compte. Nous avons une prise de conscience généralisée, je l'ai déjà dit, je le répète pas, des outils qu'ils nous ont donnés sur lesquels nous développerons dans la fin de notre émission. Et d'ici, peut-être si vous voulez réagir là-dessus et rebondir sur finalement cette question-là, si on se projetait à quelques années à Marseille, si rien ne changeait. Pour se projeter, il faut se comparer. Et pour se comparer, il faut se comparer à ce qui est possible. Des fois, on nous compare à des pays, effectivement, qui ont une autre histoire que nous, une autre culture. Je pense à l'Amérique du Nord, je pense à l'Amérique centrale. Bon, pourquoi pas, effectivement. Moi, je me compare à ce qui se passe dans les pays limitrophes. Je pense aux Pays-Bas. Je pense effectivement à l'Italie. On a effectivement quelque part, on parlera de la légalisation ou pas tout à l'heure, mais effectivement, on a des choses qui se passent de façon quasi similaire. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est ce qui s'est passé en Italie il y a 2 mois de ça, où on a interpellé un narcotrafiquant italien qui était caché au large du Maroc et qui avait corrompu l'intégralité des conseils municipaux. Voilà, dans une petite ville de la région du Latium, qui est la banlieue de Rome, pour faire large. Voilà, donc on n'en est pas là, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas arrivé, mais effectivement il y a un risque et ils essaieront, c'est ça la réalité, d'avoir cette mainmise, cette possibilité avec cette manne financière qui est dantesque, on en parlera tout à l'heure sur les ressources, les moyens qu'ils ont, vous imaginez même pas où on en est aujourd'hui. Donc on est face à des individus qui vont essayer effectivement de passer dans ce système, de traverser cette frontière. Donc heureusement qu'on a des garde-fous, heureusement effectivement qu'on a des véritables serviteurs de l'État à toutes les stades effectivement des ministères régaliens. Maintenant, ce qui est une réalité, c'est qu'on va arriver à cette étape-là, parce que ça existe de l'autre côté des Alpes, et malheureusement, on sera peu ou pas épargné, donc il va falloir qu'on nous donne les moyens de... Je vous laisse poursuivre sur cette question-là. Si on se projette, comment vous imaginez la situation? Mon métier, c'est pas de faire des prédictions. Comment j'imagine la situation Mais sur la base des études, peut-être, et sur la base de ce que vous avez de l'histoire. La base de l'histoire... sur la base de l'histoire, il y a une centaine d'années, les institutions étaient quand même, notamment à Marseille, étaient quand même plus ou moins corrompues par ce qu'on appelait à ce moment-là le milieu. Donc la corruption, c'est finalement ça va de pair avec avec le trafic à grande échelle, hein. Mais j'espère qu'ici on en est, maintenant qu'on est à l'abri, qu'on est, il y a 100 ans qui sont passés, sinon non, moi je suis pas, sur l'avenir, je sais pas. Et vous, Michael Bazin? Pareil, pour regarder devant, c'est bien de regarder derrière. Et vous disiez à 100 ans, il y a une autre référence historique à laquelle j'aime bien renvoyer et qui nous éclaire bien sur la question, c'est l'affaire Benjamin Hulmeau, 1908. C'était, alors là, c'est près de chez nous puisque c'était à Toulon. Expliquez. Et donc c'est un grand officier de la marine française qui après avoir été lui aussi en Indochine, est donc confronté aux fumeries d'opium, a développé une dépendance redoutable et qui amène, donc c'était un patient pour moi, voilà, donc il était dans une opiomanie, une dépendance aux opiacés très sévère, et puis comme tout opiomane, il faut se rappeler la définition d'une addiction, il faut quand même le dire dans ce débat, j'ai perdu le contrôle de ma consommation, ça c'est le point clé. Quand bien même, souvent les patients sont conscients de la destruction individuelle et autour d'eux, mais j'ai perdu le contrôle. Ça, c'est dans le cerveau que ça se passe. Et donc, je vais aller contre vents et marées chercher mon produit. Et là, son idée depuis son statut, c'était de vendre des plans de la marine française à l'Allemagne, pour le coup, sur des positions de navires dans la mer Méditerranée. Ce qui lui a valu finalement, après, il y a tout un développement de l'affaire, on n'a pas le temps de le faire là maintenant, lui a valu d'être attrapé et jugé pour haute trahison. Donc c'était à 100 ans, vous disiez, hein, donc effectivement, ça nous éclaire parfaitement. Et l'avenir, c'est celui-là, à une échelle encore plus grande et sur tous les échelons de la société, parce que pour revenir à l'actualité, et ça va détendre un peu tout le monde autour de la table. Tout à l'heure, on a senti une crispation sur qui pouvait se retrouver dans les services d'addicto. Alors, en parlant des métiers qui sont là, les journalistes, j'en reçois, les médecins, j'en reçois bien sûr, des soignants, plein. Bon, très bien, bon, ça va. Les policiers, ils ne sont pas écartés. Nul n'est écarté du phénomène addictif. Ne devient pas addict qui veut non plus. C'est-à-dire, il faut avoir des failles, des difficultés psychiques. Voilà, il y en a des centaines. Donc finalement, ça s'applique à n'importe quel être humain. On a des affaires récentes, notamment dans des hautes strates,
où on a su, qu'ils étaient consommateurs notamment de cocaïne d'ailleurs, hein, dans des tas de sphères politiques notamment. Donc oui, on est face à ça. Maintenant, je pense que ce qu'il faut, c'est l'histoire a montré qu'aucun cadre législatif jusqu'à maintenant n'a pu entraîner un arrêt du problème. Ça, c'est l'éclairage des 150 dernières années. Y compris la légalisation, si on en parle tout à l'heure, parce que ça, je pense, c'est un point très important qu'il faut qu'on aborde. Mais par contre, d'ouvrir ce jeu entre le répressif et le soin, c'est peut-être là notre occasion de faire un avenir qui sera peut-être mieux aménagé pour la population. C'est la parfaite transition. Merci Mickaël Bazin de nous aider à cela. Jean-Guillaume Bayer, on va parler, c'est la dernière partie de ce débat, des solutions finalement. Que fait-on maintenant ? Allez-y. Je rebondis totalement sur ce que vous venez de dire, Monsieur Bazin. On a la première grande loi en France de stupéfiants, Madame Clétienne en parlait tout à l'heure, la loi de 70, qui ouvre deux voies. Une voie répressive et une voie sanitaire. On n'a jamais vraiment tranché le débat depuis, parce que peut-être qu'il ne doit pas être tranché et que les deux voies doivent être ouvertes. En tout cas, on a une nouvelle loi anti-narcotrafic qui a été votée en 2025 quasiment à l'unanimité, vous le rappelez, Monsieur Bazin, tout à l'heure, qui va sur le biais répressif. Maintenant, quid du volet sanitaire ? Maintenant, je vous emmène plus loin sur ce que vous disiez juste avant. Vous dites aucun cadre législatif n'a permis. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai probablement pas la réponse. Oui, quand je disais ça, je faisais référence, si on se rappelle, à la prohibition de l'alcool, là, pour le coup, aux États-Unis, 1920-1933. Ça a donné lieu, ça a accouché de phénomènes auxquels on s'attendait pas, dont la corruption, dont l'alcool de contrebande. Les pays qui ont ouvert à la légalisation de certains produits, dont le cannabis, on constate plutôt une augmentation de la consommation. Alors les constats sont, il faut aller dans le détail, hein, il y a des points positifs et des points négatifs, mais en tout cas ça n'a pas solutionné le contrat social, quoi. La dicto en France, elle s'est développée énormément. Si on parle de chez nous, sur ces 25 dernières années, depuis le début des années 2000, on a clairement une possibilité pour la population de se tourner vers le système de soins, qui s'est largement développé. Est-ce qu'il est suffisamment équipé aujourd'hui? Il y a encore une asymétrie, je tiens à le dire, c'est-à-dire il y a encore on est bien équipé par rapport à il y a 20 ans en arrière, mais pas assez par rapport à la masse ou tsunami des patients. Donc ça fait des délais d'attente énormes pour avoir une consulte, pour avoir une hospitalisation. Donc il y a encore du boulot, mais ça va dans le bon sens. Et la légalisation, pour bien comprendre, c'est une vraie solution ? Alors, juste avant, excusez-moi de parler de la légalisation, c'est un sujet que j'aime beaucoup, je vais vous donner mon avis. Oui. Il y avait la question du répressif. Je fais partie des addictologues qui pensent que le répressif a un rôle. Je dis pas qu'il est une solution, mais qu'il a un rôle. Et notamment chez le consommateur qui n'est pas encore addict, parce que c'est la petite nuance qu'il faut aussi faire. Il y a des tas de consommateurs qui sont pas encore dans des phénomènes addictifs, mais ils sont consommateurs. Et la répression, là, a un rôle. Et c'est d'ailleurs une question qu'on se posera dans d'autres événements auxquels je participerai dans les semaines à venir avec des acteurs du même type. La légalisation, je vais vous faire une remarque. Qu'est-ce qui remplit mon service comme d'autres, hein? Moi, je prends le mien parce que c'est le mien. Mais c'est vérifié dans tous les services d'addictologie. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive, il y a autant de patients qui sont concernés par des phénomènes addictifs vis-à-vis de substances légales, l'alcool en particulier, ça fait 150 ans que ça dure depuis la révolution industrielle, que des substances dites illégales. Donc, d'un point de vue santé et médecin que je suis, le statut légal ou illégal de la substance ne change rien à mon problème. Le service, il est rempli par les deux. Donc, c'est la limite. On se prend beaucoup le chou, là, dans beaucoup de débats sur cette question. Est-ce que ça serait la solution? J'ai déjà la réponse. Je vois bien que quelque chose de légal n'empêche pas les problèmes de santé de la population. Exemple, l'alcool. La cigarette qui est légale aussi, la contrebande de cigarettes, on en a parlé combien de fois sur ces 5 dernières années dans les médias notamment, avec des systèmes incroyables de contrebande. Nicolas Besson, vous n'allez pas défendre la légalisation, évidemment, on n'attend pas de ça de vous, mais en revanche, le tout répressif, ça c'est évident pour vous. Alors, pour lutter contre l'offre, il faut qu'on soit d'une répression acharnée et les instruments, on en parlera, qui nous ont été dotés par la loi de juin 2025, sont tout à fait adaptés à la problématique. Sur la problématique de légalisation, effectivement, je vous surprendrai pas en vous indiquant que je n'y suis pas favorable, mais au-delà de ce que vient de dire notre addictologue, qu'est-ce que la résine de cannabis aujourd'hui a un taux de THC, je crois d'une 30%, enfin c'est plus l'herbe de papa, hein, comme on dit, et comment une
une autorité politique publique va vendre de la drogue aussi fortement dosée de résine de cannabis, dont on ne peut plus parler que c'est une drogue, qui va rendre sa population potentiellement schizophrène. Vous l'aurez jamais. Donc si vous légalisez d'abord la cocaïne, l'héroïne, l'MDMA ne va pas être légalisé, donc vous aurez toujours un marché parallèle. Et sur la résine de cannabis, vous aurez aussi un marché parallèle pour avoir de la drogue fortement dosée. Donc ce n'est pas une solution de faire une légalisation de la drogue. On évoquait la loi du 13 juin 2025. Est-ce que c'est avec cette loi, on peut espérer sortir du piège? On sait que beaucoup d'outils ont été mis en place, le parquet spécialisé, on en parlait, l'arsenal judiciaire, les prisons de haute sécurité. Ce sont les bons outils pour vous pour sortir de ce piège-là? Oui. En face de nous, nous avons tous les codes de la société privée. Vous avez des départements, vous avez une organisation systémique. Cette loi a une approche systémique, c'est-à-dire de prendre la problématique dans sa globalité. D'abord d'un point de vue organisationnel, avec un parquet national, le PNACO, dédié pour la coordination, pour la représentation, pour la direction, pour les arbitrages stratégiques. Donc ça va dans le bon sens. Nous, les magistrats marseillais, nous l'avions appelé de nos voeux. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'instruments qui sont pris globalement, qui essaient de porter des coûts durables, qui aillent en renforçant les pouvoirs des douanes pour éviter l'importation, jusqu'à une législation anti-blanchiment à améliorer pour aller chercher les personnes à l'étranger et leur patrimoine. Monsieur Biscay le disait juste avant, parmi les outils qui ont été mis en place par cette nouvelle loi, il y a les prisons. Ça fait déjà quelques temps, parce que la première a été mise en place en septembre. On sait qu'il y a beaucoup de trafiquants qui, depuis leur prison, pilotaient leur point de deal, pilotaient des actions aussi feu, comme on disait tout à l'heure. Déjà, Joël, ça fait quelques mois qu'elle est en place. Est-ce qu'on voit des premiers résultats sur le terrain de ces prisons qui peut-être empêchent certaines communications, du coup certaines actions? Les attaques coordonnées, vous savez, les narcotrafiquants sont tous sauf des imbéciles et avaient senti le danger quasiment mortel pour eux de la création de ce type d'établissement, et donc ils ont essayé d'empêcher leur ouverture. Oui, les arrestations policières, les incarcérations judiciaires ne permettait pas l'entrave totale de ces individus, ce qui est quand même l'objectif des enquêtes judiciaires. Donc le fait de les couper de l'extérieur, alors en les mettant dans des quartiers étanches, nous percevons d'ores et déjà les avantages de ce système. Mais dans une approche encore plus globale, mon objectif avec cette loi, c'est, vous savez, qu'on a étendu le statut de collaborateur de justice également à ceux qui ont du sang sur les mains en tant qu'auteur ou en tant que commanditaire. Dans le bilan co-avantage que va faire le criminel, moi je les appelle collaborateurs de justice, c'est pas repenti qui a une vision chrétienne, hein, c'est pas Saint Paul sur le chemin de Damas qui aurait été pris par la lumière divine. Il va faire ce bilan. Et dans ce bilan, le fait d'avoir créé, et c'est là où elle a pris cette loi, la problématique dans sa globalité, des cours d'assises spéciales composées de magistrats professionnels, donc avec une prévisibilité plus forte de condamnation. Non pas que les jurés citoyens ne sont pas capables, mais il suffisait des pressions et des menaces qui étaient impossibles à assumer pour eux, avec la perspective d'être totalement coupé de son environnement extérieur, de ne plus pouvoir gérer ses affaires et d'être condamné pendant de durables années dans ces établissements qui sont effectivement un régime sévère, je pense, va nous permettre de recruter des collaborateurs de justice de haut niveau, c'est-à-dire des personnes qui vont basculer du côté de l'État et vont nous permettre de porter des coups durables à l'organisation. Edicide, porte-parole du syndicat de police Unité Marseille, est-ce que cette loi va dans le bon sens? Cette loi va dans mon sens, bien sûr. Toute loi, effectivement, qui nous permet d'avoir des moyens supplémentaires pour lutter contre les narcotrafiquants est intéressante et à faire et à refaire et à développer. Qu'est-ce qui manque? Il manquerait, qu'est-ce qu'on devrait rajouter en l'occurrence, c'est de faire un peu comme en Italie, de systémiser de façon beaucoup plus massif ce qu'on appelle nous dans le jargon police des saisies attributions. En gros, je vous vulgarise un peu la chose, c'est-à-dire qu'en gros, le narcotrafiquant, s'il aime bien un appartement, une voiture de luxe, qu'on soit beaucoup plus facile pour les policiers de pouvoir la saisir, effectivement, faut que ça se développe encore, on est encore en deçà de ce que ça devrait être.
Bon, il faudra du temps, mais effectivement, on est dans le ce qu'il faudrait faire pour arrêter d'avoir ce sentiment d'impunité. On a des jeunes qui vous disent oui, moi je vais prendre quoi, 5, 7, 10 ans de prison, mais après je suis millionnaire. Donc ça c'est la véritable problématique. Et la seconde problématique, c'est de travailler sur les ramifications à l'étranger. On a beaucoup d'argent sale qui sont recyclés. Traditionnellement parlant, avant, c'est l'Afrique du Nord. Maintenant, on est face à des personnes qui recyclent au Moyen-Orient, qui achètent des biens. On sait que c'est compliqué d'avoir une visibilité sur ces comptes bancaires, sur cet argent sale recyclé. Et troisième point, c'est de travailler sur les points d'entrée. Je pense en l'occurrence sur les ports. On sait que le port autonome de Marseille peut être ciblé, Anvers en Belgique. On a le cas effectivement à Rotterdam. On a des petits ports dans le sud de la France et dans le nord de la France aujourd'hui ciblés pour l'apport de ces produits stupéfiants. Donc il y a tout un travail structurel à mettre en place et il va falloir à un moment donné se donner des moyens structurels parce que on ne peut pas effectivement aujourd'hui faire l'économie de fonctionnaires de police supplémentaires et en l'occurrence il y a la justice parce que ça demande des moyens conséquent. Il va falloir effectivement se diriger vers un système peut-être à l'américaine comme la DEA existe. On verra, mais c'est des véritables plans Marshall contre la lutte contre le narcotrafic, ce que demande le syndicat Unité Police à Marseille. Jean-Guillaume Bayard, une autre question. Oui, pour Madame Cléssen, alors j'ai bien compris que se projeter, c'est pas forcément le cœur de votre métier, mais comme vous disiez tout à l'heure, peut-être en regardant dans le rétroviseur, ça nous permet de mieux mesurer comment on peut agir. Vous aviez pointé la fin des années 80, où il y a eu où il y avait moins de trafic de stupéfiants qu'aujourd'hui, et pourtant des années avec des grands pics de règlement de compte. On voit que c'est fluctuant. Est-ce que le passé nous alerte sur est-ce que la loi a vraiment un impact sur les règlements de compte, si on parle uniquement des règlements? Est-ce que la loi a un impact sur les règlements de compte? Non, je pense pas, non. Non, en fait, c'était dû à fin des années 80, c'était dû à la récupération des marchés laissés par Zampa. Zampa était mort en 1984 et il s'en est suivi ce qu'on appelle entre guillemets des guerres, c'est pas bien le terme, entre les clans de Francis le Belge et de Jackie Imbert. Donc c'est les conflits entre ces deux équipes pour récupérer les affaires de Zampa qui avaient entraîné un pic de règlement de compte. Mais non, la loi, non. Par contre, je voulais revenir, on parle de la loi contre le narcotrafic, etc. Mais un aspect, on a parlé aussi des soins, mais un aspect dont on n'a pas du tout parlé, c'est l'aspect social. Si on veut aussi... si on veut lutter contre les trafics, notamment à l'échelle locale dans les quartiers nord, etc., il faut peut-être désenclaver ces quartiers, il faut peut-être leur donner les sortir de la stigmatisation dont ils font l'objet, il faut créer donc des emplois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc il y a une politique de la ville un peu plus renforcée qu'il faut poursuivre, qu'il faut tout à fait, des politiques sociales, hein, il faut des politiques sociales qui soient mises en place. Le problème est social quand même. Hein. Se sont succédés des ministres de la ville qui considèrent que des plans nombreux ont été installés pour accompagner. Alors on ne sait pas toujours ce qu'il faut peut-être, mais est-ce que ça, vous estimez que c'est au crédit aussi des pouvoirs publics d'avoir pris le sujet pour accompagner on en parlait tout à l'heure. Oui, ils ont accompagné peut-être pas suffisamment. Peut-être qu'il faudrait qu'ils accompagnent main dans la main avec la police ou la justice. Peut-être qu'il faudrait une coordination renforcée entre les différents actes. Qui a aussi un rôle, c'est l'urbanisation. Les logements qui sont construits, on peut pas faire que des ghettos, donc on peut pas faire que des tours. Il faut quand même qu'il y ait des vies sociales dans les quartiers. Il faut qu'il y ait une vie sociale, il faut qu'il y ait du contrôle social, il faut qu'il y ait du lien social. Et c'est tout ça qui fait défaut, qui conduit à la situation actuelle. Nicolas Besson, peut-être une réaction là-dessus, en effet, sur cet aspect quartier, politique de la ville. On l'évoque beaucoup, et d'ailleurs, on a fait de très très nombreux débats ces dernières semaines. Beaucoup pointent la nécessité de repenser la ville, repenser les quartiers. On vient d'évoquer dans ce débat que finalement ça ne concerne pas que les quartiers, la consommation et le trafic. Mais est-ce que dans ces quartiers-là où la politique de la ville n'est pas passée suffisamment, vous avez-vous constaté, ici à Marseille et ailleurs dans vos fonctions, qu'il y avait probablement plus de problématiques? Ce sont des questions qui relèvent pas de mon champ de compétences. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est repenser effectivement le fonctionnement dans ces quartiers et leur donner d'autres perspectives. Voilà, ça c'est évident, et un autre type d'espérance. En revanche, où je serais pas d'accord avec notre sociologue, c'est que la loi
quand elle est bien écrite et qu'elle voit les problèmes dans la globalité, elle peut résoudre pas tous les problèmes, mais une grande partie d'entre eux. Je pense à la loi Pio Torre qui a été adoptée dans les années 80 en Italie et qui a doté le système judiciaire italien d'une gamme complète pour lutter contre la criminalité organisée. Alors il a fallu, pour avoir les premiers résultats, attendre 10 ans et qu'un certain nombre de magistrats soient assassinés pour y arriver, procureur de la République et juge d'instruction. Mais en tout cas, alors que l'État italien était très fortement infiltré par les phénomènes mafieux, il y a eu un véritable phénomène de reflux, même si tous les problèmes ne sont pas réglés, vous le savez comme moi, en Italie. Excusez-moi, je voudrais revenir. Quand j'ai dit la loi, moi je parlais en fait de l'article du code pénal qui incrimine les homicides. Je parlais pas de la loi en général, je parlais pas des dispositifs. D'accord. Je parlais juste de l'effet de la loi du code pénal, en fait, de l'incrimination d'homicide sur les règlements de compte. Je parlais de ça, moi. On va terminer ce débat-là après de nombreux échanges par une question qui va vous mettre forcément en difficulté pour y répondre, parce que on a beaucoup parlé évidemment des constats, des causes, des conséquences que ça peut avoir, des solutions qui sont réelles et factuelles. La question, c'est ça va prendre combien de temps tout ça, Mickaël Bazin, pour sortir de ce piège-là, vous qui avez là aussi un historique sur les patients que vous accompagnez, les services dans lesquels vous vous trouvez, est-ce que on est à une bascule? On parle beaucoup de cela, le mot a souvent été utilisé, notamment après l'assassinat du frère du militant politique Amin Kessassi. Il y a des bascules. Est-ce qu'il y a une bascule dans ce qui est en train de se faire? On a une loi, on a une prise de conscience, des pouvoirs publics qui réagissent, des associations aussi qui se mobilisent. Est-ce que vous dites là, on est sur la bonne voie et dans quelques années, on est capable de changer cette donne-là? Ou est-ce que vous voyez le scénario plutôt sombre? Je le vois gris, quoi. Voilà, c'est pas mal. Ouais. Bon, c'est une réponse en tout cas. Oui. Oui, parce que d'abord parce que en fait on est dans une évolution qui est ancienne. Voilà, on est sur un nouvel aménagement. Personne n'a tort autour de la table. Je pense que l'action de chacun, la réponse de chacun est à prendre et elle a un effet sur la finalité étant d'améliorer. C'est un peu ce qu'on partage, ce que j'appelle le contrat social sociétal. Dans cet ensemble. Est-ce que on peut imaginer que ça n'existerait plus un jour? Je crois pas, par contre. D'abord parce que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc on peut faire l'hypothèse, c'est une des hypothèses possibles, c'est que ça ne disparaisse jamais. En revanche, que ce soit sous une forme moins prégnante que ce qu'on a pu connaître ces derniers temps ou dans d'autres moments de l'histoire, ça sans doute, et c'est finalement ce qui nous anime un petit peu au quotidien. Ces systèmes de trafic de drogue, ils sont conçus, je voulais aussi rajouter ça, ils sont conçus pour pouvoir fonctionner à propos des têtes. Là, quand on coupe les têtes, c'est une rare bestiole dont le corps peut fonctionner sans la tête. Donc ça c'est rare, hein, même chez les animaux, des fois ça fonctionne sans la queue, mais sans la tête ça marche pas. Alors que là oui. Donc ça donne une idée de la capacité de résilience et qu'on a pour l'instant, sur laquelle on a toujours buté face à tout ce qu'on pouvait lui opposer. Donc maintenant, je pense que ce qu'on représente autour de la table, c'est très important, et d'autant plus si on se coordonne, si on se parle plus, si on se connaît plus. Je repense à l'instant à un service le SPIP qui m'appelle l'an dernier, je me rappelle de ça tout d'un coup, et qui me dit « J'aimerais bien qu'on se rencontre, des services de probation et d'insertion, voilà, j'avais plus les autres lettres. » Et qui me dit un matin, voilà, je vous appelle parce que je sais pas de votre côté, mais on est totalement paumé, on sait plus où sont les gens, on n'arrive plus à les suivre. Il m'interpellait en tant que médecin, quelle est votre situation de votre côté, et nous du nôtre. Et donc ça reflétait quand même, une saturation, un dépassement. Ça date de l'an dernier, hein. Et donc on a convenu d'ailleurs, il va falloir que je réactive le truc, d'un rendez-vous pour pouvoir faire, déjà nous deux, son service, le mien, un premier état des lieux, mais ça verse complètement au débat d'aujourd'hui. Et pour cet avenir, je voyais gris clair quand même, je vais essayer de le voir gris clair, c'est que il sera plutôt gris clair si on se coordonne et si on associe les actions répressives contre lesquelles je ne suis pas contre, surtout chez ceux qui sont pas encore addicts. Bien entendu. Et puis les mots-clés, c'est information. Donc là, c'est ce qu'on fait ce matin, on informe les gens qui nous écoutent. Dans d'autres moments, j'informe les gens sur comment fonctionnent les substances aussi. Donc l'information, la prévention, le soin, et puis l'organisation sociale. Tout ce qu'on a dit ce matin est vrai, est à prendre, est à développer. Merci Mickaël Bazin, chef du service addictologie de l'hôpital d'Allo. Et de votre côté, Edicide, porte-parole du syndicat de police Unité Marseille, quelle est votre couleur?
Je vous dirais que je suis pas forcément très pessimiste par essence, mais factuellement parlant, il va falloir se donner des moyens. Vous savez, il y a aussi peu de fonctionnaires de police nationale en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà, ça c'est un constat. Donc on peut faire des grands effets d'annonce, à un moment donné, on n'a pas les moyens effectivement cohérents pour pouvoir lutter contre ce phénomène qui est en pleine explosion. Ça c'est la première chose. Mais il n'y a pas de fatalisme à avoir. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. C'est pas moi, c'est Winston Churchill qui le dit. Donc si on se donne les moyens structurels de répondre, effectivement, on pourra à un moment donné, effectivement, sur 3, 4, 5, 10 ans, arriver à juguler, pas faire disparaître, mais juguler de façon drastique, effectivement, les consommateurs et les narcotrafiquants. Anne Klexen, je sais que c'est difficile comme question, vous l'avez dit tout à l'heure, Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez me dire quand même? Je suis d'accord sur le fait que c'est une question de moyens et que actuellement on est quand même vers une diminution de moyens dans tous les domaines, hein, et c'est un gros problème. Hein. Par exemple, la PJJ, le budget a été réduit cette année, donc oui, c'est une question de moyens. Michael Bazin, vous voulez réagir avant de laisser la parole à Nicolas Besson? Oui, merci. Non, juste pour à propos des moyens, un point clé, et je fais un parallèle avec mon monde, le monde soignant, c'est la permanence des moyens. Versus des actions qui pourraient être one shot. Alors ça vaut pour les actions policières, les actions législatives, mais les actions de soins aussi. Le parallèle est le suivant: si je fais un sevrage chez une personne mais que je le laisse tomber après le sevrage au bout de 15 jours, l'évolution va pas être top. En revanche, donc la dicto, là plutôt cette vision-là d'une grosse temporalité des soins. Donc il y a le sevrage, ok, on commence à arrêter, on commence à en parler, puis après on va se consolider, et puis pendant très longtemps. Là on a des meilleurs résultats, pas toujours, mais souvent. Donc il y a la question de la permanence. Et donc je rebondis un peu sur certaines actualités récentes et sur des actions policières et législatives qui ont leur rôle, ça j'en suis certain, moi je veux le défendre ça. Mais après là où on peut tous manquer de moyens, c'est sur la permanence de l'action. Et ça, il faut des moyens gigantesques qui coûtent un argent fou et qu'on n'a peut-être pas aussi. Nicolas Besson, je vous laisse le mot de la fin sur cette projection. On a parlé de couleurs tout à l'heure. Vous êtes plutôt optimiste, vous. Vous vous dites, évidemment, votre rôle vous impose de l'être, j'imagine, mais lucide quand même. Je l'ai entendu depuis tout à l'heure. Dans votre panachage de couleurs, gris clair me va très bien. D'abord sur les moyens. Vous voyez, je vais pas prêcher pour la paroisse justice. Je vais parler dans le prolongement de ce qu'a dit Monsieur Cid. Évidemment, nous serions plus de magistrats, nous serions encore plus efficaces. Mais ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est un réarmement de la filière judiciaire, de la police nationale, et à l'intérieur de cette filière judiciaire, de former également des magistrats spécialisés sur les pôles d'excellence que peuvent être les affaires économiques et financières pour les récupérer les avoirs criminels et démonter les circuits de blanchiment, puisque les narcotrafiquants, c'est leur finalité, et également d'être bon en matière informatique. C'est exactement la même chose. Alors, je suis un peu plus loin que vous, mais on a évidemment besoin d'avoir une filière de soins d'excellence et qui fasse du travail. Donc ça, c'est un premier point. Je suis d'accord. Après, je rejoins encore ce que disait Monsieur Bazin. Il y aura toujours des toxicomanes, de l'addiction. Elle existera tant qu'il existera des hommes. Il y aura toujours du crime. Je reviens à ce que disait notre sociologue, naturellement. Maintenant, pour la couleur par rapport à notre problématique du narcotrafic, on va se parler clairement, en plein pic de l'année 2023, la situation paraissait un petit peu hors de tout contrôle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et Monsieur Cid, vous allez me permettre de sortir ma dernière phrase. Vous avez cité un homme politique britannique, Winston Churchill. Je vais aussi le paraphraser pour la resituer dans le contexte. Après que l'Angleterre, au début de la Deuxième Guerre mondiale, ait subi un certain nombre de défaites contre l'Allemagne nazie, après la victoire d'El Alamein, qui était la première victoire des troupes britanniques sur les forces de l'Axe. Il avait dit, et cette phrase, j'en suis persuadé, c'est pour ça que je suis plutôt dans l'optimisme, je trouve qu'elle s'applique parfaitement à la situation actuelle à Marseille et sur le territoire national. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début de la fin, mais c'est la fin du commencement. Merci beaucoup, Nicolas Besson, procureur de la République de Marseille. Je voudrais remercier nos invités. Michael Bazin, je le disais, chef du service addictologie de l'hôpital d'Allo. Merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Anne Klexen, merci d'avoir été là, chercheuse en sociologie, spécialisée dans la délinquance et la criminalité organisée au laboratoire Mésopolis, et Eddy Cid, porte-parole du syndicat de police Unité Marseille. Merci à tous les quatre pour ces échanges et pour vos pistes, vos solutions. Merci Éric Miguet et Jean-Guillaume
Bayard. Un petit mot peut-être sur Cartel Nord, Éric Miguet, cette nouvelle saison. Et on parlait tout à l'heure de la nécessité d'informer, la nécessité d'expliquer, la nécessité aussi de faire témoigner. Dites-nous un mot sur ce podcast, La Provence, qui rencontre un énorme succès et qui a fait quand même l'objet d'un livre. Allez-y. Justement, c'est l'occasion de rappeler que Cartel Nord, justement, s'intéresse à cette question du narcotrafic par différents prismes, parce qu'on voit bien que la solution, c'est pas avec un coup de baguette magique qu'on peut la trouver. Justement, avec Jean-Guillaume, on a essayé d'aborder cette question par différents prismes, que ce soit par celui des trafiquants, par celui de la police, de la justice, et là, dans cette dernière saison, qui s'occupe à la question politique. Vaste question, évidemment. On apporte les pistes, on apporte les éléments pour justement que l'auditeur comprenne l'ensemble des problématiques que compose cette question du narcotrafic. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.